Bien, bonjour. Bonjour, dites-moi. Oui, entre Delphine et Delphine. Je n'en veux pas aux gens qui vont voir Charivari. Mais vous m'écouterez dans la file. Mais je vous en veux quand même si vous rentrez au final et que vous ne restez pas. C'est retransmis en fait. Non, alors non, là je publie sur Insta un petit peu, mais là ça va être retransmis l'atelier. Tout est filmé et tout va être mis sur YouTube, donc tu pourras voir sans problème. Voilà. Donc bon atelier. Merci. Bonjour, du coup vous m'entendez bien malgré le bruit ambiant de tout ceux-là qui ne viennent pas. Je suis Delphine Thibault, je suis enseignante en cycle 3 et je m'occupe du blog Tablettes et Pirouettes depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, je viens vous présenter une expérimentation autour des coins de jeux de rôle en cycle 3. Je prends le petit jouet. Alors, ce que j'entends moi par un jeu de rôle pédagogique, évidemment, on n'est pas dans la pratique de jeu de rôle que certains pratiquent peut-être de façon loisir à la maison. Là, c'est vraiment une adaptation pour la classe et dont l'objectif, c'est toujours d'apprendre quelque chose. Donc moi, dans ce que je mets en place et ce que je teste, on va dire plutôt parce qu'il n'y a rien de finalisé. Par exemple, quelqu'un vient de me demander où est-ce que je partageais ce que j'avais fait. Je partage juste des retours, donc je n'ai rien de fixé, rien de publié, rien de plus qu'une expérimentation. Donc le jeu de rôle pédagogique, pour moi, c'est un élève avec un rôle, un scénario qui est défini d'avance, à quoi est-ce qu'on va jouer, quel rôle on va avoir, du matériel essentiel pour que ce soit une vraie mise en scène, un espace dédié, un endroit, une scène en fait, tout comme ici c'est une scène, j'ai le rôle de celle qui va présenter, dans la classe ça va être pareil. Et puis bien sûr, nous en tant qu'enseignants, on va viser des compétences spécifiques. Alors je n'ai rien inventé, bien sûr. Tout le monde a fait un stage ou enseigné en maternelle dans sa vie peut-être. Tout le monde a vu le petit coin jeu poupée où on joue à la maman, au papa, à la nounou, à tout ce qu'on veut. Peut-être que vous avez eu de la chance aussi de faire du théâtre dans votre carrière, dans votre jeunesse ou dans votre vie privée, on va dire. Et puis il y a aussi tout ce qui est bien sûr très attrayant des États-Unis, du Canada, où il y a beaucoup les Dramatic Play Centers, où c'est vraiment des espaces qui sont peut-être un peu plus poussés encore que les nôtres, qui restent traditionnels depuis longtemps. Dans les maternelles, on va retrouver les mêmes choses. Aux États-Unis, c'est le camp dans la forêt, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément par chez nous. Donc les jeux de rôle, ça s'inspire aussi de tout ça, de ce qu'on peut voir évidemment, de ce qu'on peut vivre, et puis parfois aussi, et heureusement, des idées des enfants qui en ont toujours beaucoup à nous proposer. Alors moi, j'ai testé trois espaces dans ma classe dont je vais vous parler aujourd'hui. L'espace de l'Office de tourisme de Paris, puisque c'était un travail autour de la ville, de tous ces monuments, de toute la culture. Les cocktails du capitaine, celui-ci, je sais que j'aurais pu l'importer volontiers aujourd'hui et j'aurais eu du succès en proposant quelques petites verres. Mais en classe, gros succès évidemment, et auprès des collègues. Et puis, celui que j'ai testé cette année, c'était l'Échoppe de Calista. C'est une petite boutique, alors là, mythologique, parce qu'on était dans un thème de Grèce antique, mais la marchande, on va dire, pour vulgariser. Je vous détaille chaque atelier, et puis n'hésitez pas à la fin, s'il y a besoin, ou en cours d'ailleurs, de détailler. Alors voilà comment je l'imagine. Moi, un espace, c'est plusieurs compétences que j'imagine au démarrage en fonction d'un besoin en cours. Donc là, je travaillais sur Paris, j'avais une thématique en littérature, c'était quelque chose, il y avait une production, et je me suis dit, j'ai besoin d'un espace aussi pour travailler en vrai. L'idée de ces espaces de jeux de rôle, c'est de mettre l'enfant dans une situation qui serait réelle, entre guillemets, puisqu'on sait bien que ne vont pas vendre de tickets pour le Louvre, mais en tout cas de les mettre en situation. Donc il y a toujours du langage oral, puisqu'ils vont être en jeu, ils vont parler, ils vont prendre un rôle, donc il y a toujours un besoin de communication. Et après, les autres points, c'était vraiment la découverte culturelle, puisqu'on était autour de la vente de tickets pour des attractions parisiennes. Un repérage géographique, puisque le guichetier doit dire aux touristes où est la Tour Eiffel, où aller pour aller jusqu'à l'Arc de Triomphe, etc.
J'ai un objectif de numération parce que les tickets sont en vente et donc ça va faire appel à des compétences mathématiques. Et enfin, j'ai fait une petite variante en anglais, assez cocasse, il faut dire, puisque les touristes n'étaient pas seulement, bien sûr, français. Et il est arrivé que nous ayons des touristes anglais. Donc là, c'était le niveau pas atteint pour tous. D'ailleurs, c'était dur, mais c'était une belle perspective. Alors voilà le scénario que je retiens avec mes élèves. Donc il y a toujours plusieurs rôles. Généralement deux, ce qui ne veut pas dire deux élèves dans l'espace de jeu. Souvent, je prends un groupe. C'est vrai que je ne précise pas là à l'écrit, mais c'est un atelier que je guide avec eux. Donc moi, je suis présente, c'est sur du temps de travail autonome. Donc le reste de la classe est en autonomie sur d'autres choses ou en atelier que j'ai choisi. Et moi, je suis à l'espace scénario où je suis le metteur en scène, on va dire, un petit peu en coulisses pour expliquer qui fait quoi. Donc j'ai l'élève guichetier qui va tourner au fur et à mesure de la session de jeu. Et puis j'ai évidemment les touristes qui font la queue en tongs et en casquette pour aller réclamer leur petit ticket de la Tour Eiffel. Alors celui qui est guichetier, c'est celui qui doit faire l'effort. Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? C'est là que l'anglais arrive très facilement parce que je leur dis, dans un office de tourisme, les gens peuvent accueillir directement en deux langues parce qu'on ne sait pas la personne qui se présente, si elle est française ou pas. Donc l'anglais est la base. Donc là, hop, c'est venu très naturellement, ils le font. Jusque-là, dire bonjour et bienvenue, c'était pas mal. Mais en même temps, c'est un petit minimum, je trouve, quand il est placé, c'est déjà ça. Bien sûr, le guichetier va devoir essayer de vendre une visite, donc il va conseiller. Ça veut dire que quand je disais découverte culturelle, on a déjà travaillé sur tous ces lieux. Qu'est-ce qu'on va voir au musée du Louvre? Pourquoi aller à l'Opéra de Paris? Donc, ils savent déjà ce que le touriste peut demander. Et puis, ils doivent réussir à localiser sur la carte la fameuse visite. Bien sûr, je mets des aides. Même moi, je ne sais pas situer là tout de suite l'Opéra de Paris. Donc, évidemment, on leur fournit des petites aides s'il y a besoin. Le touriste, lui, va demander ce qu'il souhaite. Alors, j'insiste sur le langage oral. Il peut dire bonjour, je voudrais un ticket pour la Tour Eiffel. On va essayer de travailler des structures syntaxiques un petit peu plus élaborées, de plus en plus, de les varier. Est-ce que tu peux le dire autrement? Comment pourrais-tu faire avec un sujet inversé, etc. En fait, tout peut se graduer et j'ai envie de dire ça se gradue aussi en live dans l'atelier selon l'élève qui arrive. Parce que je ne fais pas... Alors, dans ce genre d'atelier, j'ai des groupes généralement hétérogènes, parce que sinon, il y a des groupes qui rament trop si je fais vraiment par niveau. Et du coup, je vais adapter la demande à chaque enfant. Donc, celui qui va déjà me dire « Bonjour, je voudrais un ticket pour la Tour Eiffel », peut-être que pour l'élève A, ça sera très bien. Et puis, pour certains qui, je sais, ont la possibilité de faire des phrases plus complexes, de faire des demandes avec du vocabulaire plus poussé, etc., je vais aussi en profiter pour différencier sur le vif. Même si tout ça, ça a été pensé en amont, mais en tout cas, c'est pas écrit d'avance et adapté sur le terrain. L'élève va acheter, donc il a un petit porte-monnaie avec de la monnaie de classe. Et puis, il doit essayer de se souvenir de l'itinéraire. Ça, c'est purement pour la forme, parce qu'en fait, après, on n'en fera rien de particulier. Sur cet espace, alors là, je vous le mets en visuel. Donc, j'ai fabriqué... Alors, le stand que vous voyez, il est tout en carton. Ça coûte pas grand chose, ça se récupère, c'est un peu long à faire mais ça se déplace facilement parce que c'est très léger et en fait on fait la forme qu'on veut à la taille qu'on veut, donc c'est ça qui est pratique. Donc là, si vous remarquez bien, en fait ce sont des cartons agencés, collés les uns avec les autres, tout simplement, et après je recouvre de papier pour que ça soit joli, mais voilà. Donc dans ce meuble, il y a les tickets qui sont rangés, les petits objets à vendre. Alors je vais rester là-bas en fait. Dans les petits objets à vendre, j'avais les tickets, mais j'avais rajouté, histoire de refaire des petites sommes plus courtes que les tickets qui sont quand même chers. On avait pris les vrais prix des visites, donc ça va plus à 10, 20, 30 euros. Pour faire des petites sommes, on avait mis des cartes postales souvenirs, des petits marque-pages, des tours Eiffel qu'on avait imprimés en 3D, histoire de faire des petits objets souvenirs. Et j'avais eu la chance de récupérer... avec une connaissance des petits guides de l'office de tourisme d'une copine qui était venue en week-end et qui m'avait récupéré du coup des vrais plans de Paris, etc. Donc ça, c'était pratique pour le matériel, 100% récup ou fabrication, si ce n'est les petites impressions 3D.
mais je suis sûre qu'on peut trouver d'autres idées facilement utilisables. Sur les... Attention, j'essaie de repasser sans faire un truc horrible. Sur les QR codes des tickets, en fait, c'est des visites virtuelles des lieux pour que ceux qui achètent le ticket et qui donc repartent avec puissent aller vraiment faire leur visite interactive de l'Opéra de Paris. Donc là, généralement, j'avais sélectionné une de l'Opéra et un ballet à aller voir, par exemple. La Tour Eiffel, c'est la vue panoramique, etc. Donc là, après, ça va dans notre cahier de culture, ils gardent tout ça. Et on a travaillé les compétences, donc principalement le langage oral, et puis la numération sur tout ce qui est achat, etc. La version anglaise, donc c'était un test pas mal, mais c'est quand même compliqué. Donc on a travaillé sur des phrases de base en cours d'anglais qui après sont réinvesties dans l'espace de jeu de rôle. Et derrière ma pancarte Paris, en fait, j'avais une petite anti-sèche pour le guichetier parce que ça fait beaucoup quand même. Et voilà, des fois c'était un peu compliqué. Donc ceux qui avaient besoin avaient une petite anti-sèche pour que ça soit pas mal. Mais c'est vrai que c'était intéressant et ça les a fait beaucoup rire de pouvoir accueillir, bien sûr, dans une autre langue. C'était un vrai défi. Et le langage en situation, du coup, prenait du sens parce que moi, j'ai fait le touriste beaucoup en arrivant. Parce qu'en fait, en face, si on met un enfant qui ne parle pas anglais, ça tombe vite à l'eau. Mais moi, quand j'arrive et que je commence à sortir un petit truc en faisant comme si j'étais vraiment bilingue, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ils y croient. Et là, ils sont là, hello, yes, thank you. Et puis voilà. Et en fait, après, avec la petite anti-sèche, en retravaillant les espaces, ça fonctionne. Donc ça, c'était le premier. L'office de tourisme, ça marche pour n'importe quel pays, office de tourisme, ville. Si vous voulez le faire en local, ça peut être un moyen de travailler sur la culture, les éléments de votre ville. Ça peut être sympa. Le deuxième, alors celui-là, la tête des vendeurs traduit toute la joie qu'ils ont eue à faire les barman du paquebot. Donc les cocktails, c'est principalement bien sûr un travail de mathématiques et de contenance, le langage oral toujours, et puis j'ai pu rajouter un petit peu de fraction et de coopération parce que c'était pas si simple que ça. Les contenances, c'est pas tous les jours qu'on fabrique avec les liquides, etc. Et il y a eu besoin de plusieurs barman pour certaines réalisations. C'est un scénario qui est extrait donc, de mon livre sur la production d'écrit. C'est un voyage en croisière, d'où le cocktail du capitaine. Je recontextualise, je ne fais pas de bar à cocktail dans ma classe comme ça. Les enfants, pour faire court, ont un rôle de passager dans une croisière qui va occasionner différentes productions d'écrit. Et à un moment donné, donc là, c'est pas de la production d'écrit, on est d'accord, c'est vraiment rajouté. Ils vont pouvoir passer au bar, faire leurs petites commandes. Donc c'était plutôt sympathique. Donc j'ai changé la devanture, hein, juste le stand reste le même. J'ai changé les ingrédients et les rôles, bien sûr. Donc on a un barman qui accueille les clients, qui va proposer son éventail de cocktails et qui va réaliser le cocktail. Et puis j'ai le touriste qui lui va demander le cocktail souhaité, acheter son cocktail. Donc on a toujours l'argent. Alors ça, on pourrait le retirer si on veut être vraiment que sur la contenance. Ou on pourrait mettre un élève qui encaisse et celui qui fait le cocktail. Tout est possible. Et puis son rôle, ça va être de goûter, de dire si c'est bon quand même. Et généralement, eh ben, c'était bon. Donc, le matériel utilisé, j'ai acheté des verres doseurs, des pipettes. Enfin, j'ai récupéré plutôt ce que j'avais, le Doliprane. Non, pas le Doliprane, il est déjà dosé, mais ceux où il y a les millilitres, là, j'en avais quelques-uns à la maison. Des petites pipettes Pasteur de chimistes et tout ça. Des verres, ça c'est les verres, les Eco-Cups de l'école, c'est gradué 25 centilitres, donc ça permet aussi de donner des mesures. Des entonnoirs, c'est indispensable, sinon c'est le carnage. Et des petits chiffons, je ne l'ai pas mis, mais ça c'est important aussi parce que le bar n'a pas pris une goutte, mais c'était quand même limite. Et donc dans cet espace, ils vont avoir des fiches cocktails pour choisir le menu.
Donc moi, je vous passe la lecture, hein, mais vraiment les compétences du programme sur tout ce qui est mesure de contenance. Et donc les cocktails, j'en ai créé quelques-uns qui sont soit en mesure en millilitres, donc là où il va falloir mesurer, soit en mesure en fractions. Puisque quand j'ai commencé l'espace, on était aussi dans cette période-là. Ça permet de voir aussi un sens aux fractions. Quand tu dis j'ai 2/3 de lait de coco, 3/5 de jus d'ananas, alors là c'est compliqué parce que du coup j'aurais pu garder 10 centilitres, c'est plus simple, hein, ils vont jusqu'au trait, enfin plus simple. Mais là d'un coup il faut réfléchir, j'ai mes 25 centilitres et il faut que j'en fasse des cinquièmes, donc ça suppose un découpage de l'unité entière, etc. Et là généralement c'est moi qui ai choisi au début. Il veut le cocktail White Sweetness, je lui propose au barman directement la bonne fiche en fonction de ses capacités à lui. C'est pour ça que je dis que c'est un atelier guidé au début, parce que sinon je vais dans le mur avec certains si le choix pédagogique n'est pas le bon, enfin, en termes de compétences. Donc je n'ai pas tout décliné en 2 fois, mais pas mal, histoire d'avoir plusieurs niveaux de difficulté. Je l'avais même déjà fait sur autre chose, mais avec des grammages. Tu peux peser du sirop, ça a moins de sens, mais c'est possible, pour faire le cocktail. Je passe un peu vite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le cocktail? Alors c'est bien, mais du coup pas tous les jours, si vous imaginez bien. Et si je devais refaire, je prendrais aussi des verres un peu plus petits. Parce que le 25 centilitres, ça commence quand même à faire une sacrée dose dans la journée. Même si eux apprécient beaucoup. Bon, peut-être trouver des petits verres et du coup réduire les mesures, ça peut être pas mal. Mon 3e espace, donc celui de cette année, c'est l'échoppe grecque. Donc là, ça naît aussi, je vais vous dire après comment je crée mes espaces, mais ça vient aussi d'un besoin dans le projet. On est en train de vivre une aventure mythologique, il y a une ville virtuelle, on a une monnaie de classe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'aventure encore plus vraie pour eux, pour qu'ils s'y sentent vraiment acteurs. Donc c'est là que je mets en place aussi ce genre de situation, pour que, moi je leur dis toujours, vous êtes dans un rôle, c'est votre rôle, c'est notre aventure, mais en fait si on ne le vit pas pleinement, on va dire, ça reste quand même quelque chose sur le papier. Donc là je suis partie sur une marchande qui marche, je crois, à n'importe quel âge. Tout dépend de ce qu'on y met et tout dépend après de comment on imagine le scénario. Donc dans le scénario, on a bien sûr un vendeur, un client. Là, pareil, je n'invente rien. Il accueille, il vend, il rend la monnaie. Et puis le client exprime sa demande, achète des objets et vérifie sa monnaie. Parce que cette année, j'ai mis des vendeurs un peu fourbes qui ne donnent pas bien la monnaie. Je précisais sur une petite carte, fait une erreur de 50 centimes. Donc là, ils ne comprenaient pas trop, donc je suis obligée d'expliquer discrètement le subterfuge. Mais c'est bien parce que du coup, on se rend compte que qui vérifie sa monnaie régulièrement ici? Oh, pas toujours. Les élèves non plus. Ils se sont dit, c'est bon, il m'a rendu la bonne quantité. Pas du tout. Donc j'ai aussi triché en rajoutant des petites choses un peu pièges. Donc dans les shops, on avait... Alors là, j'ai récupéré ce que j'ai trouvé. Des amphores sur un vide-grenier, des poids de mesure de balance Roberval. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve que ça avait une tête ancienne et que du coup ça faisait vieux et que ça allait dedans. Et ils ne se sont pas posé la question, bonjour, je voudrais un poids de 100 grammes, bien sûr, je vous le vends. Bon, ça allait dans le truc. On m'a offert gentiment des plumes de faisan. J'ai pas posé de questions, hein. Je me suis dit, ah ouais, ça fait ancien, on va faire une plume d'écriture, je la scotche à un stylo, hop, ça fait un truc. Donc voilà, j'ai bricolé des petites choses. Les espèces de noix qu'on voit là, les coquilles vides, ça sort d'une Maracas ramenée d'un voyage à l'île Maurice. Pareil, c'est un peu antique, donc j'ai dit que c'était des noix pour cuisiner. Enfin, bon, voilà, tant qu'on emballe le truc, ça fonctionne. On trouve des objets. J'ai mis du masking tape, là, c'était pas trop mythique ni mythologique. Mais j'avais besoin d'objets et au bout d'un moment, j'en avais plus, donc j'ai pris ce que j'avais dans les placards. Et on a toujours donc la vendeuse, là qu'on voit au milieu, derrière son petit stand, et puis l'acheteur. Et donc chacun reçoit au début une liste de courses précise.
Alors on peut faire en marchande libre, hein, évidemment, on l'a fait aussi, mais là c'est pour viser typiquement quel type d'addition on va faire pour les contenus, parce que je leur demande de préparer l'appoint tant qu'ils peuvent. Donc ils doivent, si par exemple sur les... c'est pas clair ce que je dis. Dans les objets, vous voyez que j'ai choisi des sommes 39,20 €, 2,50 €. J'ai des choses qui tombent très ronds et j'ai des choses qui tombent avec des centimes. Ça me permet encore une fois d'avoir mon groupe hétérogène, de faire participer tout le monde, mais avec différentes propositions. Donc j'avais 5 niveaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, et le dernier, se faire plaisir, c'était en mode faites comme vous voulez. Donc mes 5 niveaux de progression sont vraiment du plus facile au plus dur, ce qu'ils ne savent pas quand je leur donne. Moi j'ai mon code couleur de mon côté. Bac de lecture plus ruban adhésif égale une somme ronde inférieure à 20 €. Donc je sais que pour ceux qui ont besoin d'être sur ça, c'est bon. Par contre, celui qui a la liste bleue, lui, ça va être des centimes et ça va être une somme qui va avoisiner les 100 €. Donc il faut qu'il le calcule de tête, parce que je ne leur laisse pas de calculatrice, ou qu'il fasse une estimation au moins pour donner la bonne somme à peu près. Et c'est pour ça que là aussi, je suis encore présente, parce qu'avant qu'ils aillent payer, ils me disent bah, je vais en avoir pour 48,70 €, donc je peux donner un billet de 50 et normalement, elle va me rendre tant. Et là, quand on arrive à ça, je me dis qu'on est pas mal. Donc ils ont les petites cartes que je peux faire évoluer. Ils ont un porte-monnaie avec de l'argent. Les modalités, elles peuvent changer. On peut être en duo, on peut être seul, on peut se faire aider. Il y a un caissier qui peut faire l'appoint vraiment particulièrement et l'autre conseiller les objets. Donc ça, c'est vraiment assez varié. Au début, je ne l'avais pas fait comme ça. Et je me suis confrontée vraiment à cette difficulté de prix différents. Je me suis dit, alors s'il faut que je change 4 fois le scénario, enfin le plateau, on va dire, la boutique, pour coller au niveau des enfants, ça ne va pas fonctionner. Donc je me suis dit, je vais faire des prix différents et c'est moi, dans ce que je vais proposer d'acheter, où je sais d'avance que ça va fonctionner pour tel ou tel enfant. C'était plutôt sympa. Alors ils repartent avec 5 minutes. Ah, le petit sac. Et puis après, ils me le redonnent, parce que j'en ai pas assez non plus pour faire tout ça. Mais voilà, c'est de la marchande qui fonctionne bien et on peut vraiment aller sur des choses en termes de numération qui sont intéressantes et en termes de calcul mental là, parce qu'il y a un besoin de faire l'appoint. Ils n'ont pas aussi, et j'ai oublié de préciser, dans le porte-monnaie, ils n'ont pas aussi n'importe quelle somme. J'ai des porte-monnaies différents selon les codes couleurs. Et donc, il y en a qui ont qu'un billet de 100. Alors, c'est pas compliqué, ils donnent le billet puis ils payent avec. C'est pour celui qui va rendre que c'est plus dur. Par contre, j'aime bien leur mettre plein de monnaie pour qu'ils puissent aussi aller calculer spécifiquement ce qu'il leur faut. Alors, pour créer votre coin de jeu de rôle, il y a plusieurs petites étapes. Honnêtement, ça se fait bien. Le plus dur, c'est le scénario, évidemment. Mais il faut déjà avoir son idée, qu'est-ce que vous voulez travailler avec ça. Il y aura toujours, je pense, une part de langage oral, on le dit, ça doit être présent dans toutes les séances. Là, je trouve que c'est important justement de soigner cette partie-là, puisqu'ils vont jouer le rôle de quelqu'un. Donc on essaie d'avoir, et ils le prennent d'eux-mêmes, hein. Bonjour madame, ils le font directement parce qu'on est dans le jeu et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Autrement que juste rendre la monnaie dans un exercice où on dessinerait les pièces, où on les aurait sur le cahier. Là, il y a vraiment le fait de jouer le rôle de l'acteur qui est intéressant. Donc, on définit l'objectif. Si c'est plutôt un travail en français, en maths, un autre domaine, tout est possible. Et puis après, plus spécifiquement, la compétence visée. Est-ce que ça va être purement de la numération et on va vendre, acheter? Est-ce que ça va être... voilà, ça peut être vraiment des choses différentes. Après, il faut se créer un petit coin accueillant et attrayant pour eux. Clairement, quand en début d'année, ils découvrent le stand qui est déjà en place, c'est la première question. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand est-ce qu'on ira? Quand est-ce que tu vas l'ouvrir? C'est attirant pour eux parce qu'ils sentent qu'il va se passer quelque chose qui n'est pas classique
qui n'est pas dans un cahier, et ça compte beaucoup pour certains, pour moi aussi d'ailleurs. Et vraiment, donc, créer un petit coin. Donc, le carton fait bien l'affaire, bien sûr, une table, une guirlande, un petit... Voilà, on sait que les profs savent bricoler, donc ça se fait assez facilement. De la récup, surtout, c'est ça qu'il faut un petit peu anticiper. Moi, les shops, je l'ai pensé, puis je me suis dit, allez, j'en ai parlé, on m'a dit, ah, je t'ai trouvé un petit foulard, il y a des amphores et des lyres dessus, ça serait super pour ton espace. Super, c'était le déguisement du coup du vendeur qui le met autour de son cou, et c'est son déguisement de rôle de vendeur. Donc des petites choses comme ça qui se récupèrent facilement et qui ont toute leur importance dans l'activité. Après, il faut réfléchir au matériel dont on a besoin. C'est très important qu'il y ait de la vraie manipulation. Donc, j'essaie d'éviter tout ce qui est plastifié. Vraiment, en dernière cours, je le fais, mais je préfère prendre des noix qui ressemblent à des noix, qui n'ont pas forcément un sens très fou, plutôt que de me dire je vais dessiner une harpe sur un bout de papier plastifié, parce que pour l'enfant, ça fait moins sens. Il préfère aller chercher dans la boutique un vrai objet. Donc ça, tout se fait. Tout se bricole, la couture, le carton, vraiment, je trouve que c'est un truc, ça fonctionne pour à peu près tout, donc c'est vraiment bien. Et puis après, bien sûr, on fait son scénario et on teste. Parce que généralement, au premier coup, ça ne fonctionne pas forcément comme on l'imagine. Donc on accepte de se dire, ah oui, déjà pour le deuxième groupe, tu as déjà réadapté parce que tu as vu ce qui n'allait pas au premier, et on refait. Et la semaine d'après, j'ai rechangé mes cartes et finalement, j'ai refait, etc. Et on adapte, et on voit ce qui se passe. Et après, on a d'autres idées des fois, parce qu'on se dit « Ah, tu l'as fait comme ça, tiens, c'est vrai que je pourrais rajouter cette contrainte-là, ou changer de langue, ou changer le matériel. » Et ça va vite être quelque chose de différent, mais tout aussi intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce qu'on capte l'attention des enfants. Pour moi, personnellement, je trouve ça très vivifiant aussi de créer et d'imaginer un petit monde particulier. Donc, je vous invite vraiment à essayer modestement avec 3 fois rien, mais ça se fait facilement et c'est agréable. En termes de gestion, cette année, j'ai fait que les shops, mais pas toute l'année et pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où on n'y est pas du tout allé. C'est vraiment quand j'ai pu aussi le rentrer dans mes temps de travail autonome où j'y suis allée. Après, on pourrait imaginer que c'est quelque chose qui ouvre et qui est présent récurrent dans la classe pendant une période donnée. D'en avoir plusieurs dans l'année, dans l'idéal, après, c'est le temps de construction qui est long. Moi, je ne me sens pas là aujourd'hui d'inventer à chaque période du matériel, une mise en scène, etc. Mais j'imagine qu'après plusieurs années, là j'en ai déjà 3, je me dis ça va se renchérir d'autres. Et puis dans mon équipe, cette année, on a eu quand même un plan maths que d'autres ont connu. Je vois des sourires satisfaits. Et c'est quelque chose qui a été abordé en fait pour parler des maths dans la vraie vie, puisque apprendre les maths, c'est beau de faire sur un cahier, mais en vrai, ça te sert dans la vie. Et on s'est dit, ça serait bien qu'en septembre, alors même si je change d'école, ça ne m'empêche pas d'y réfléchir, en septembre, on réfléchit tout en équipe à un scénario qu'on pourrait mettre en place dans les classes de cycle 3 et qui soit le même dans les classes, que ça va nous aider de réfléchir ensemble et de concevoir. Et on se fabrique ça, 1, 2, 3 midi, on se fabrique le matériel et on se lance dans un scénario commun. Parce que c'est vrai que c'est aussi intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un qui fait la même thématique, le même scénario, la même compétence, pour voir ce qui peut fonctionner ou pas, comment on peut rajouter des choses. Donc ça, c'est vrai que ça serait ma prochaine étape de faire ça aussi avec quelqu'un d'autre pour avoir des retours plus enrichis, on va dire, que ma seule pratique. Je crois que j'ai tout dit. Ah voilà, le petit mot de la fin, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'en avez pas, je vous souhaite une très bonne journée au KED et puis au plaisir de discuter ici ou ailleurs.